Bonjour et bienvenue à Échangeurs Turcotte, une émission où on discute, on réfléchit sur des enjeux importants pour les gens de la MRC Maria-Chapdelaine. Aujourd'hui, on va parler du système de santé, on va aussi parler d'immigration. Vous allez voir, ça va être vraiment intéressant. Avec moi, j'ai l'extraordinaire Josée Bouchard, conseillère pédagogique, chargée de projet au service aux entreprises et aux collectivités pour le Cégep de Saint-Félicien. Et elle s'occupe en ce moment de l'AEC en soins infirmiers pour les infirmières internationales. Absolument. Un bon titre, ça, Josée? Ça va bien? Ça va très bien. Toi aussi, Pierre? Oui, ça va très bien. On se tutoie parce qu'on se connaît depuis longtemps. Oui, absolument. C'est bon. J'adore ça. Donc, toi, c'est quoi ton rôle exactement? Parce que, donc, tu travailles pour le Cégep, service aux entreprises, mais toi, ton rôle, c'est de quoi? De recruter, d'accueillir les infirmières qui viennent de l'étranger pour venir aider notre système de santé? Est-ce que c'est ça? Ben, c'est à peu près tout ça. Ça part, en fait, d'une commande, je dirais, gouvernementale, Okay. on va dire une commande politique, qui date de presque 3 ans et qui vise à recruter au Québec plus de 1000 infirmières infirmiers de l'étranger. Je dirais, à part là, la France, la Belgique, en fait, toute cette partie de l'Europe, donc avec qui on était habitués là d'avoir des échanges et tout ça. Alors, c'est vraiment en territoire davantage africain qu'on va recruter. Et donc, l'objectif, c'est de pallier la pénurie de main-d'œuvre, notamment dans les régions. Puis, tu vas comprendre qu'ici, dans le Haut-du-Lac, on avait une problématique très particulière. À Saguenay aussi, la première cohorte qui est arrivée il y a 2 ans, elle s'est divisée entre le Saguenay et le Lac-Saint-Jean. Et là, il y en a une prochaine, le 4 novembre, la formation commence. Et là, c'est uniquement dans le Haut-du-Lac. Donc, c'est de faire en sorte que ces infirmières infirmiers-là aient une formation, je dirais, de mise à niveau. Donc elles sont déjà infirmières chez elles? Oui, exactement. Okay, c'est pour ça que l'AEC va durer 1 an plutôt que le 3 ans normal pour une technique. C'est ça, là. On leur donne pas, c'est pas un DEC, là, c'est ça. C'est une mise à niveau qui va faire en sorte que elles vont pouvoir ensuite travailler dans nos établissements de santé ici. Et bien sûr aussi se soumettre aux exigences du Québec, c'est-à-dire elles doivent quand même passer l'examen de l'ordre des infirmières infirmiers du Québec. Donc, travail comme CEPI, c'est le même cheminement que pour un étudiant ou une étudiante qui sort du DEC, là. Okay. Puis, donc, qui ont la possibilité de travailler aussi comme préposés aux bénéficiaires la fin de semaine, si elles le désirent. Okay. Donc, c'est de les intégrer ensuite dans notre marché du travail. Puis, comme je le disais, de pallier cette pénurie de main-d'œuvre-là. Donc, ça comporte plusieurs, je dirais, étapes, plusieurs opérations qui touchent autant l'enseignement lui-même, bien sûr. Avant, il y a eu le recrutement, parce que tu me posais la question, est-ce que tu fais partie du recrutement? Oui, j'ai fait partie de l'équipe ici locale, avec des gestionnaires du CIUS. Pour justement, on passe les entrevues comme on le ferait pour n'importe qui, avec des situations cliniques. Et moi, j'assume la partie de l'intégration dans le cadre de l'entrevue qui dure à peu près 1 heure. Okay. Donc, c'est comme ça, mais c'est vraiment le Réseau Santé Québec qui va recruter, qui fait un premier recrutement. Ils en ont annoncé un là pour janvier prochain d'ailleurs. J'ai entendu ça aux nouvelles, aux actualités hier. Et ensuite, ils nous envoient justement là une liste de personnes intéressées à venir chez nous. Et là, on passe des entrevues en bonne et due forme. OK. Fait que vous partez pas à l'étranger pour les sélectionner. Ça, c'est le gouvernement qui fait ça. Oui. Eux, ils le font sur quels critères? Donc, il faut qu'ils soient déjà infirmières dans leur pays. Ah oui, absolument. Puis, est-ce qu'il y a des grosses différences selon, mettons, l'Europe ou certaines parties de l'Afrique au niveau des formations? C'est très, très, très différent chez nous? Oui. C'est différent, effectivement. La pratique est différente. On peut, ils nous disent toujours en entrevue, nous, on rêve de connaître vos plateaux techniques parce que on a de l'équipement, nous autres, très moderne, très avancé. Et aussi, ils sont très curieuses de vivre aussi l'autonomie professionnelle, ce qu'elles n'ont pas vraiment
en Afrique. Parce que on recrute, oui, tant dans l'Afrique noire qu'en Afrique du Nord. Donc, le Maghreb, Tunisie, Maroc, Algérie. Là, on a beaucoup du Cameroun. On a d'autres pays aussi. Il y a même les Émirats arabes. Là, on va accueillir quelqu'un qui est en fait une Marocaine, mais qui a travaillé aux Émirats arabes. Donc, il va avoir connu, elle, je dirais, l'avancement technologique. J'ai hâte de voir ça en classe, là, comment est-ce que ça va se faire. Donc, il y a tout un travail, comme on dit, à faire pour puis qui se traduit dans la formation là d'appoint qu'on a pour que ces personnes-là puissent bien connaître notre réseau, où est-ce qu'on en est. Je vais te donner un exemple bien concret. Par exemple, toute notre approche par rapport à l'aide médicale à mourir. Oui, ben oui. Ça c'est pas partout. Je veux dire que là, on fait face aussi à des éléments, des enjeux moraux, culturels. Et lors de l'enseignement là, à la première cohorte, on a accueilli une infirmière qui a fait partie, comme on dit, des personnes qui ont contribué à la création de la loi qui entoure ça, et à partir de son histoire personnelle. Puis je l'ai invitée à la conférence pour qu'il y ait un échange, une discussion, parce que c'était pas bien perçu ça de la part de nos étudiantes africaines qui, c'est ça, ont certaines croyances. Pour elles, ça peut représenter un crime, mais il faut expliquer toute l'évolution sociologique derrière tout ça, collective qui nous a mené à ça. Puis c'est pas des meurtres qu'on commet là, tu sais, c'est de l'aide médicale à mourir justement. Alors ça là, il y a tout un cheminement pour eux là, écoute, ça, on appelle ça un choc culturel. Ça fait partie du choc culturel. Alors, tu vois, là, il y a des discussions, des échanges à avoir autour de ça. C'est aussi sur, par exemple, la tolérance à la douleur. Ici, dans nos pratiques, on va médicamenter, par exemple, un patient bien avant qu'il souffre trop, que la douleur soit trop intense. Bon, par exemple, après une chirurgie, ou autre chose. Donc, alors que ça se passe pas comme ça en Afrique. Alors, tu sais, on te donnera pas du Tylenol avant que tu dises j'ai mal, on va t'en donner en prévention. Alors que là-bas, la douleur, elle est valorisée jusqu'à un certain point. Ça fait partie du processus. Ça fait partie du processus pour, par exemple, les personnes âgées qui décèdent aussi. Elles vont gagner leur ciel, tu sais. Pour les femmes qui accouchent, c'est la même chose. C'est très valorisé d'accoucher naturellement, tu sais, dans une certaine douleur. Donc, nous, là, ça nous demande de l'ouverture aussi. Oui. Donc, de la part de nos enseignantes aussi. Alors, ça, ce sont des exemples là, de grandes différences. Si tu as fait de la médecine de brousse en région africaine, dans la montagne, puis que tu as travaillé, contrairement à ça, à Douala ou à Yaoundé, qui sont des grandes capitales, politiques et économiques. Alors là, aussi, tu as pu travailler dans des secteurs, des milieux extrêmement différents. Il y avait une de nos étudiantes qui restait dans le dispensaire, là, tu sais. C'est là qu'elle habitait, là, tu sais. Fait que quand tu arrives ici, là, puis que tu vois tout l'équipement qu'on a, mais aussi la hiérarchie, et j'ai le goût de dire aussi, il y a quelque chose qui, je dirais, qui les effraie quasiment au départ, c'est la présence de l'ordre professionnel, qui n'existe pas non plus. Est-ce qu'ils voient comme un peu un patron? Ou oui, puis comme, est-ce que je vais perdre mon travail si je fais une erreur ou quelque chose comme ça? Alors que, les gens le savent pas, mais ça peut arriver que des erreurs se fassent. D'ailleurs, ça fait partie du questionnaire qu'on a là, lorsqu'on les rencontre en entrevue. Qu'est-ce que vous faites si vous faites une erreur, tu sais, une erreur de médicament ou quelque chose comme ça. Alors, c'est ça, c'est l'ordre a été instauré ici pour protéger le public, pour assurer la sécurité du patient. Et puis ça, là, c'est un mot qui revient constamment. Donc, ils ont à s'adapter à ça aussi, là. Et ça fait partie du discours continu là dans l'enseignement. Quelque chose qui est particulier aussi, c'est que c'est pas des jeunes adultes là qui arrivent, qui sortent, qui ont 17, 18, 19 ans, qui viennent. Non, c'est des gens établis, qui ont des familles, c'est des adultes.
Fait que ça aussi, c'est un déracinement important. Qu'est-ce qui fait que quand ils sont recrutés, qu'est-ce qu'ils viennent chercher ici qu'ils vont pas chercher à Montréal? Tu sais, ils disaient, il y en a qui vont venir puis qui vont aller dans d'autres régions. Qu'est-ce qui les attire ici, La dans nature, le nord du lac? La nature. calme. Oui, c'est ça. Puis ils nous disent, il y en a qui nous disent en entrevue, oui, parce que je pose toujours la question, avez-vous de la famille, des connaissances, ça peut arriver, qui ont déjà immigré ici, puis c'est vrai que la majorité là sont résidents à Montréal, à Laval, tu sais, autour de la couronne de Montréal. Mais ils nous disent, parce que souvent ils restent aussi dans des régions, Ouais, dans leur leur pays. Oui, c'est ça. Par choix. Là. Ouais, exactement. Donc, ils recherchent ça aussi. Puis je vais dire que c'est pas là aussi que quand ils arrivent avec des familles, les enfants s'adaptent vite aussi à cet environnement-là. Puis on le désire aussi de rester. Parce que là, on est en train de remarquer que même s'ils ont un engagement de 3 ans avec le SUS lorsqu'ils arrivent, on voit que il y a une propension à vouloir rester. Puis il y a des statistiques provinciales qui commencent à nous démontrer ça aussi. Okay. Alors, il y a une chose aussi qui réalise, c'est que le coût de la vie est quand même un peu moins cher. On va dire un peu moins parce que, tu sais, le logement, là, ça, là, ça a grimpé, là, ici aussi. Puis c'est pas rien que ça a grimpé, c'est de trouver un logement aussi, là. On est en pénurie, là. Exactement. C'est un enjeu pour nous autres, ça. Alors, puis là, après ça, quand t'as une famille, c'est les garderies, c'est l'école, c'est beaucoup de changements pour eux, là. Le choc culturel est à plusieurs niveaux. Des fois, on a l'impression qu'ils ont juste leur travail, mais c'est vraiment... C'est vraiment un choc culturel, puis on a pris la peine, je voudrais souligner, Pierre, parce que là, on parle du cégep, mais je voudrais souligner la collaboration extraordinaire avec le SUS, parce que c'est le projet du SUS au départ. Okay. Tu sais, c'est le réseau de la santé qui a besoin, puis on a demandé au cégep d'assurer la formation. Alors, ce travail-là de collaboration, il est extraordinaire, nous autres, sur notre territoire. Puis, on se divise des tâches, comme on dit, là, en dehors des descriptions de tâches qu'on a dans nos organisations, on n'arrête pas de se dire, toute autre tâche connexe, parce que... oui. Il y en a beaucoup, hein. Oui, à cause de ce que tu dis aussi, parce que lorsque ces gens-là arrivent, parfois avec des enfants, il faut collaborer avec des organismes communautaires, entre autres, Porte ouverte sur le lac, bien sûr, et tout ça, mais il faut trouver du logement. Ça, le SUS s'est occupé de ça encore, là. On a trouvé du logement partout. Okay. Pour nous, là, l'important, là, comme chez les Augustines à Roberval pour des célibataires ou des couples, là, on sait que ça va être temporaire, mais ça va leur donner le temps de s'installer, puis après ça, de voir qu'est-ce qui va s'offrir sur le marché, là. Parce que si on avait voulu vraiment des appartements pour tout le monde, autant à Dolbeau-Mistassini qu'à Roberval, on ne serait pas arrivé. Pas au coût qu'ils sont capables de défrayer, parce que pendant leurs études, ils ont une subvention de 500 $ par semaine. Que tu sois célibataire ou que tu aies une famille. OK. Alors, t'es quand même une famille, c'est pas beaucoup d'argent. Ouais, quand t'es célibataire, ça va, mais sinon, c'est pour ça qu'on leur dit qu'il faut des économies et tout ça dans les rencontres qu'on fait préalablement. Donc, c'est ça, c'est l'inscription des enfants à l'école. C'est, comme moi, je suis là-dedans actuellement, là, parce que je te disais tout à l'heure que la formation va commencer le 4 novembre. Là, ils vont commencer à recevoir leur papier d'Immigration Canada. Ça aussi, c'est un autre enjeu. Ouais, on appelle ça la lettre d'introduction. Ils peuvent pas acheter le billet d'avion tant qu'ils l'ont pas reçu. OK. Ouais. Donc là, il y en a qui ont commencé à la recevoir. Ils achètent leur billet d'avion. Moi, j'ai une entente avec une chaîne hôtelière à Dorval. Je leur réserve une chambre pour qu'ils puissent se reposer. Ce sont de très longues heures de vol. Quand tu pars, décalage et tout. Ouais, c'est ça. Émotivement, ils vivent quelque chose, ils quittent leur famille. Ils apportent jamais les meubles. Tu sais, leur vie est dans des valises. Puis, j'organise aussi un transport pour les ramener jusqu'à leur appartement. On est là à l'appartement lorsqu'ils arrivent. Puis ça, c'est toujours émouvant, ce moment-là. Puis là, on s'occupe aussi de meubler minimalement
Comme là, je m'en vais après l'émission à une collecte de dons qu'on organise, c'est notre deuxième. Donc, pour avoir des meubles, des électroménagers, on a passé aux vêtements d'hiver. Tu sais, ce qui est le plus essentiel. Un autre enjeu, là, quand tu arrives du Sahel, puis tu te ramasses ici au mois de novembre-décembre, là, c'est un autre choc, ça aussi, l'hiver. Là. Puis parce que Porte ouverte sur le lac n'est pas financé pour s'occuper des étudiants, parce que, tu sais, ils ont les travailleurs temporaires et tout ça. Alors là, comme moi, tu vois, j'ai fait une entente là avec des jardins pour m'assurer de préouverture de compte. S'il y en a qui sont intéressés à faire affaire avec cette institution bancaire-là. C'est dans tous les détails. J'imagine qu'à toutes les fois, tu dois penser à une nouvelle affaire que tu n'avais pas vue. Ouais, puis là, ce qu'on a fait dans la première cohorte, bien, écoute, ça nous a franchement aidé. Puis le CIUS fait une grosse part aussi là-dedans. On est toujours en communication. Cette année, ils ont organisé, ma collègue Alison Paré a organisé des webinaires où on a vraiment ciblé des sujets pour bien les préparer psychologiquement à l'arrivée. Qu'est-ce que ça va être aussi l'enseignement? Qu'est-ce que ça va exiger comme horaire? Leur parler du transport ici. Ils arrivent, ils n'ont pas de voiture. Pas de transport, tu veux dire. Il y a tellement de choses, là. Puis, parallèlement à ça, ben moi, là, je suis aussi dans le recrutement d'enseignants. Ouais, ça, c'est un autre enjeu, les enseignants, parce que c'est pas une tâche habituelle. Ils ont aussi une compréhension, de l'empathie à avoir pour des gens qui ont... Parce que des fois, quand on est dans notre quotidien, on a l'impression que tout le monde comprend la même chose que nous, mais quand tu es face à des immigrants, des fois, tu peux même faire le saut, fait que ça lui prend quand même... Ça prend des bons êtres humains. Hein? Ça prend des bons êtres humains qui sont capables de communiquer. Des fois, il y en a qui ont jamais enseigné. Il faut s'assurer de ça dans les entrevues qu'on fait. Puis, ce qui est un enjeu, c'est que on est en pénurie d'infirmières. Ce sont des infirmières qui doivent enseigner. Fait que là aussi, discussion, collaboration du CIUS pour dire, pouvez-vous nous libérer ces personnes-là qu'on sélectionne parce que on va atteindre l'objectif grâce à ça. Donc, c'est du donnant-donnant. Ça a demandé ça de l'ouverture de notre CIUS, puis ils l'ont eu, puis ils l'ont encore. Fait que ça, c'est pas facile pour les départements quand tu t'en perds une bonne là à l'urgence ou n'importe où. C'est quelque chose. Donc, oui, et c'est un cours qui est très intense, puis qui se fait en 9 mois. Puis, il y en a quelques-uns qui ont aussi des prescriptions qu'on appelle de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, parce que avant d'arriver ici, puis avant qu'ils nous les réfèrent, il y a une évaluation comparative qui a été faite, qui a été menée. Sur leur connaissance? Ouais, sur ce que, est-ce que ça équivaut, par exemple, à un DEC ou à un bac? Qu'est-ce qu'ils ont comme expérience, comme formation? Alors, puis, si... par exemple, ils n'ont pas été amenés à travailler, exemple en santé mentale, je sais pas si tu travailles dans quelque chose de très spécialisé, dans un établissement spécialisé, ben là, à ce moment-là, il y a une recommandation qui est faite pour qu'ils puissent, pour qu'ils fassent par obligation ce cours-là. Donc, il y a différents cours comme ça qui sont optionnels, qui font qu'on en a qui se rendent presque à 1 an, là. Moi, dans l'horaire que qu'on a fabriqué là pour la prochaine cohorte, les dernières personnes vont sortir en octobre, puis on commence le 4 novembre. Wow. Ouais. Alors, faut tout ajuster ça. C'est les agendas. C'est pendant qu'il y a la semaine de relâche au cégep, ben eux, ils n'ont pas de semaine de relâche. C'est très exigeant, cette formation-là, dans le sens où ils n'ont pas beaucoup de vacances, sinon ils vont perdre leurs 500 hebdomadaires. Puis on tout. C'est parce que moi, ce qui me fascine, c'est que tout ça, là, juste la formation, c'est intense. Oui. Mais là, tu as tous les autres enjeux là, qui viennent avec. Là. Oui, les enfants, le conjoint. Ouais. Là, on leur a dit pendant les entrevues qu'on a menées, écoutez, on va vous dire la vérité, là, il n'y a pas de service de garde. Ouais. C'est-à-dire qu'il y en a, oui, mais il n'y a pas de place. Nos gens ici, là, ils sont 1 an à 2 ans sur des listes d'attente. Des fois plus. Tu peux aller vers le privé, mais c'est très coûteux.
quand il y a des places aussi, tu sais, du privé non subventionné, tout ça. Donc, on les a avisés de ça. On a dit, si vous arrivez, parce qu'on a des hommes aussi, infirmiers, donc, si vous êtes accompagné de votre conjointe avec les enfants ou de votre conjoint, il faudra penser à ce que cette personne-là, en tout cas temporairement, reste à la maison. Reste à la maison. Durant la première cohorte, Pierre, c'est effectivement ce qui s'est passé. OK. Et les hommes ont été, ont trouvé du travail de soir et de nuit. Et c'était incroyable, là. Ils gardaient leur propre... En fait, ils gardaient. Ils s'occupaient de leurs enfants. Ils s'occupaient de leurs enfants le jour. On se comprend. Puis, ils dormaient quand les enfants faisaient la sieste. Ils pouvaient redormir un peu quand leur épouse ou, tu sais, arrivait après la formation. Puis, là, rentrait pour le quart de nuit. Là. On a vécu ça, là. C'était exténuant. Quand on dit qu'ils font des sacrifices, là, c'est vraiment ça, là. Ouais. Quand vous passez les entrevues avec elles ou eux et elles, là, ils sont encore dans leur chez eux. On fait ça en visio. Ouais. Est-ce qu'il y a des moments où des fois tu fais ça fera pas? Ah ben oui. Oui. Ah oui, on les retient pas tous. Oui, c'est ça, exactement. C'est par rapport à un minimum de connaissances, parce qu'il y a beaucoup de mise en situation clinique. OK, dans l'entrevue. Ah oui, c'est la majorité de l'entrevue. Donc, c'est pas seulement de savoir pourquoi vous voulez venir, parce que, tu sais, la raison première, là, c'est venir au Canada, premièrement. C'est venir au Canada. Absolument. De pouvoir avoir changé de vie puis donner une meilleure chance à leurs enfants. À leurs enfants, c'est ça, exactement. Puis, c'est ça. Écoute, il faut qu'ils performent parce qu'on a différents niveaux aussi selon les réponses qu'ils vont donner aux mises en situation cliniques. C'est de voir jusqu'à quel point ils ont un bon jugement clinique aussi. Quand on leur pose la question, c'est quoi un jugement clinique? Là, ils parlent pas de ça en Afrique, le jugement clinique. Tu sais, mais c'est de voir jusqu'à quel point effectivement, il y aura pas trop d'écart entre qu'est-ce qu'ils font, comment ils réfléchissent le soin aux patients, puis ce qui se fait ici. Je vais te donner un exemple, pour que ce soit concret pour les gens qui nous écoutent, qui nous regardent. On parle de chute d'un patient, par exemple. Ouais. Tu sais, t'as une personne âgée qui se lève la nuit, puis elle s'en va aux toilettes, puis elle tombe, puis toi, t'es tout seul sur le département. La préposée est partie à sa pause. Qu'est-ce que tu fais? Tu sais? Puis il y a toutes sortes de choses à vérifier, à valider. C'est important pour nous de voir si la personne elle va prendre les bonnes décisions. Puis surtout pas lever la personne qui a chuté puis aller la mettre dans son lit tout de suite, là. Ce que moi j'aurais fait. Non, il faut vraiment pas faire ça. Je sais pas, mais c'est pour ça que je suis pas infirmier. Et voilà. C'est ça. Tu sais, ça c'est un exemple concret parce que toutes sortes de choses à valider là lorsque ça arrive. Tu sais, elle a-tu une blessure à la tête, ça saigne-tu, ça, tu sais, il faut voir essayer de voir si cette personne-là a son état de conscience. En fait, il y a toutes sortes d'éléments là à surveiller, mais c'est ça aussi qu'on va chercher. Jusqu'à quel point la personne va aller va prendre en charge son patient, parce que il y a quelque chose qui distingue énormément aussi les soins, la pratique d'ici par rapport à celle de là-bas. C'est, tu sais, je te parlais d'autonomie professionnelle tout à l'heure. C'est que ils ont rapidement recours aux médecins si quelque chose ne fonctionne pas. Alors ça, s'ils nous répondent ça, tu comprends qu'on peut pas les pénaliser parce qu'on sait que c'est comme ça que ça fonctionne dans leur pays. Ouais. OK, tu sais, tu pourrais pas dire que t'as pas donné la bonne réponse, t'as appelé le médecin bien trop rapidement. Ouais. Ici, les infirmières, ils en font des affaires avant d'appeler le médecin. Tu sais, c'est ça, là, c'est tout ça, là. Donc, bon, mais il faut s'assurer d'un minimum et j'ai envie de dire aussi de la qualité de la communication. Bien s'exprimer parce que tu parles avec les patients. L'accent. Pour les patients, mais pour les collègues aussi, là, pour que tout le monde comprenne la même chose. Hein. Absolument. Et ça, c'est un enjeu sérieux. Ça fait l'objet d'un des cours dans notre formation. Alors, parce que là aussi, il y a toutes sortes d'enjeux culturels autour de ça. Oui. Donc, puis, tu sais, il faut pas non plus que tu donnes des conseils personnels. Il faut que ça demeure professionnel, tu sais.
tout à l'heure, on se parlait là de l'aide médicale à mourir. Ouais. Il faut pas que tu conseilles à une personne qui serait, comme on dit, apte, qui est en pleine réflexion à intervenir avec tes croyances personnelles, tu sais. Ben non, absolument pas. Faut que ça soit. Faut s'assurer de ça. Il faut surveiller ça pendant les stages aussi. Ouais. Alors, c'est ça des ajustements. Est-ce qu'il y en a des fois qui viennent, là, tu as eu ta première cohorte, qui sont venus, et quand ils arrivent, et là, ils commencent, puis ils font hey, « je serais pas capable » ou finalement, ça va, l'encadrement est bon pour les porter jusqu'à la fin. Ah oui, l'encadrement est là, puis c'est ça. Ça, c'est une autre partie de ma tâche. Moi, je travaille avec une coordonnatrice au projet, en soins infirmiers, puis mes enseignantes. Puis on travaille vraiment en prévention. Parce que ça aussi, tu sais, en communication, parce que ça, on leur dit « est-ce que tout va bien? Est-ce que vous avez compris? » Ils vont avoir tendance à dire oui pour te faire plaisir. Absolument. Donc, ça aussi, il faut travailler des façons d'aller chercher les bonnes réponses. Et lorsqu'on identifie des difficultés, on n'attend pas là l'échec là. Non. On établit un plan là tout de suite pour création aussi d'activités, une activité spéciale pédagogique là pour faire en sorte que ça soit bien compris, qu'il y ait un échange avec les enseignants là-dessus. Alors ça, là, on a fait ça là, avec la première cohorte. Puis, ils nous ont dit, je vais toujours me souvenir quand ils sont arrivés, c'était tellement émouvant parce qu'on fait toujours 2 premières journées d'accueil et tout ça. Puis, ils nous avaient dit, écoutez, avec tout ce que vous faites pour nous, parce qu'ils voient, là, t'as vu tout ce qu'on prépare et tout ça. Écoutez, on vous doit vraiment la réussite. Vous allez nous voir réussir. C'était comme on vous le promet qu'on va réussir. Puis ils ont mis les efforts. On a été, en tout cas, une cohorte, je dirais, on a été chanceux. C'est pas de la chance, ils ont travaillé pour ça. Ils ont tous réussi. Puis là, à l'heure où on sort, ils ont tous réussi l'examen de l'ordre aussi. Wow! Ouais, non, mais on est fiers. Ben oui, il faut. Bravo à ouais, vous. Là, on en avait 11 la dernière fois. Puis là, ben on va en avoir 19. Donc, ouais, c'est ça. L'enjeu va être encore un petit peu plus grand. Génial. On prend une petite pause. Je te le dis à toi, mais tu vas rester là. Je vous le dis à vous. On prend une petite pause. On revient et on continue cette discussion-là parce que là, je vais embarquer sur une autre partie du sujet. Puis on va attendre après la pause. On se revoit dans 2 minutes. Ce que je fais comme bénévolat dans le comité de diffusion de la salle de spectacle, il y a des soirs que je suis placière, il y a d'autres soirs que je peux vendre des produits dérivés, je peux être au scanner de billets. Ensuite, j'ai la gestion des bénévoles. C'est moi qui prends la disponibilité de mes bénévoles qui sont placiers et qui font les horaires. Moi, je suis la présidente du comité des spectacles depuis 2 ans. Et ben mon rôle, c'est vraiment là, de travailler avec tout le comité, voir la programmation. On accueille des bénévoles à chaque soir pour les spectacles. Donc, ces bénévoles-là, ils ont des tâches qui sont attribuées à eux autres. On a des gens qui sont bénévoles, qui sont placiers, qui dirigent les gens dans la salle de spectacle pour qu'ils choisissent le bon siège. On a des gens qui sont aux produits dérivés, qui vendent les produits que l'artiste a à vendre. On a des gens qui sont pour scanner les billets. Dans le fond, moi, ça remonte quand même assez loin parce que ma belle-mère, elle faisait partie du comité des spectacles. Elle a fait partie pendant de nombreuses années. Et ben moi, j'étais comme intriguée. Fait que des fois, elle m'invitait à venir faire les loges. Puis j'aimais vraiment ça. Fait que je voulais vraiment m'impliquer aussi au sein de cette équipe-là parce que je voyais le comité des spectacles. C'est comme vraiment une famille où est-ce qu'on peut s'entraider. Puis on s'aime toutes. Fait que, tu sais, quand elle a décidé de quitter, ben moi, j'ai comme pris sa place. Fait que c'est pour ça que je suis rentrée dans le comité des spectacles. Ben moi, je trouvais ça important de m'impliquer. Ça fait quand même plusieurs années que je demeure à Dolbeau-Mistassini, puis j'avais du temps pour m'impliquer, puis je voulais faire des nouvelles rencontres, puis ça me fait un beau social aussi en même temps. Je trouve que c'est vraiment du beau bénévolat. Le bénévolat, c'est quelque chose qui est important pour moi, puis quand on fait du bénévolat, c'est faut que ça rejoigne un peu tes valeurs, après ça tes intérêts. Fait que moi, tout ce qui a trait au spectacle, tout ça, le monde artistique, ben c'est quelque chose qui vient me chercher. Fait que c'est pour ça que je me suis tournée vers le bénévolat. Puis
c'est ça. On contribue, mettons, à notre ville en faisant du bénévolat pour quelque chose que, tu sais, je pense qu'il faut vraiment qu'on ait un intérêt puis qu'on tient à cœur. J'ai tout le temps dit du bénévolat, quand tu as du plaisir de le faire, ben on continue de le faire, puis quand tu n'as plus de plaisir, ben c'est là que t'arrêtes de bénévoler, dans le fond. Fait que moi, ben tu sais, j'ai encore autant de plaisir à le faire malgré tout, malgré mon travail, ça demande des réunions le soir, tout ça. Fait que, tu sais, moi, je pense que tant que tu as du plaisir, à faire le bénévolat dans l'entreprise que tu es, je pense que tu peux le faire bien, bien longtemps. Les gens qui font partie du comité des spectacles, je trouve vraiment que c'est une belle gang dynamique. J'ai vraiment fait des belles rencontres, puis c'est ça qui me motive, là. Les gens qui sont positifs autour de moi, puis les placiers, quand ils arrivent, sont contents de nous voir, on est contents de les voir, puis c'est des gens de cœur. On est de retour, toujours avec Josée Bouchard, avec qui on parle des infirmières étrangères qui s'en viennent chez nous et qui apprennent tout ça. Là, on a parlé beaucoup de la formation, mais une fois qu'ils ont terminé ta première cohorte, là, ils doivent rentrer dans le marché du travail. Ça aussi, c'est une autre étape importante, parce que là, le milieu d'accueil, quand tu enseignes, les gens, ils savent plus ou ils ont l'idée, ont été formés pour ça, mais quand tu arrives sur le marché du travail, comment ça se passe, l'intégration au CIUS et dans les divers organismes? En fait, la première étape, elle se déroule pendant la formation parce que, je veux dire que tout le monde veut être préposé aux bénéficiaires le week-end parce qu'il voit là deux choses. Il voit la possibilité, justement, de s'adapter, de connaître, comprendre comment fonctionne autant, parce que, tu sais, on a un groupe qui est à Roberval, comme je te disais, puis l'autre à Dolbeau-Mistassini. Donc, parce que il y a pas un milieu de travail qui fonctionne de la même façon non plus, même si on a les mêmes hiérarchies, mais tu sais, c'est l'organisation du travail, c'est tout ça. Sur le plancher. C'est ça, c'est quoi l'ambiance, comment ça travaille dans ce place-là et tout ça. Donc, ça leur permet tranquillement de s'adapter. Ça permet aussi aux employés du CIUS de s'adapter aussi, de les connaître, de s'ouvrir. Pour eux aussi, c'est un changement. Là. C'est un changement pour tout le monde. Donc, c'est ça. Puis après, quand ils ont terminé, puis que l'examen de l'ordre n'est pas passé, parce que l'examen, il arrive 2 fois par année. Tu sais, tu as 2 possibilités dans l'année. Donc, là, ils sont CEPI. Donc, ils sont... CEPI, ça veut dire? En fait, ils sont des... Comme on dit, c'est pas des... tant qu'ils n'ont pas été, qu'ils n'ont pas eu le saut de l'ordre, qu'ils l'ont pas passé, ils peuvent pas être infirmières pas supervisées. Alors là, ils sont comme infirmières mais supervisées. Donc, ils sont limités là, dans les actes. Ouais, ça ressemble quasiment à ça, mais c'est pas un stage, mais en tout cas, en même temps, on les oriente vers différents départements pour qu'ils puissent aussi justement s'adapter à connaître différents départements et tout ça. Donc, on est vraiment là-dedans. Donc, oui, c'est ça. L'intégration se fait, comme on dit, à 2 niveaux, là, autant pour elles et eux aussi, puis pour le personnel. Et ça, c'est là qu'on appelle, qu'on doit appeler ça aussi le choc culturel, parce que quand on a fait, nous, le post-mortem de la première cohorte, on s'est assis avec les gestionnaires du CIUS, qui, évidemment, là, sont en lien avec toutes leurs équipes et infirmières et tout ça. Puis, ils nous ont fait la liste de qu'est-ce qui leur semblait plus difficile, tu sais, sur le terrain. Puis, je veux dire que sur une liste de 10 éléments, par exemple, il y en avait 8 qui étaient des facteurs culturels. Ah oui, OK. C'était vraiment là-dessus. Oui. Ouais, c'est ça. Ça demande un certain temps, comme on dit, avant de dire je vais être capable de m'occuper, par exemple, de 8 patients en même temps. C'est pas comme ça que ça va là au début là, puis ça le personnel infirmier pourrait te le dire là aussi là, tu sais. Alors, tu sais, c'était drôle parce que ça faisait quelques semaines, en tout cas une couple de mois qu'on avait commencé la formation première cohorte, puis les étudiants là, les Africains, ils nous trouvaient tellement stressés là.
Ben Mais oui, le tellement. rythme du temps aussi est très différent en Ouais, Afrique ici. c'est Là. ça. Alors, J'avais pas pensé à ça. Puis la prenons- nourriture, je vois plein d'enjeux à go qui arrivent. tout. Puis, il disait, mais ça vous donne quoi d'être énorme? Parce que, tu sais, bon, à l'intérieur, sur un plancher, là, tu sais, à l'hôpital, par exemple, t'as vraiment un ordre de tâches à faire. Une tournée, par exemple, tu sais, t'as tourné des patients quand t'arrives et tout ça. Ben, normalement, ça devrait se faire, là, à l'intérieur d'un certain temps X, là, tu sais. Bon. Alors là, ben, souvent, ici, les infirmières vont essayer de le faire aussi quand même assez rapidement parce qu'elles sont toujours en train de penser que ça pourrait qu'il y ait un code orange, par exemple, Une à l'hôpital. urgence ou quelque chose. Ouais, quelque chose de Je sais pas si c'est ça, grave. le code orange. Ouais, mais ben, tu sais, le code orange, là, c'est une grosse urgence, là. OK. Admettons que, je sais pas, il y a plusieurs blessés dans un gros accident, en tout cas, Ouais, bon, OK. un événement naturel, bon, tout ça. Donc, fait que ça, ils ont toujours ça en tête, ils sont toujours en prévention de, alors que, ben, là, ils remarquaient que nos étudiants, ils prenaient tout le temps qu'il faut, ils aiment beaucoup parler avec les patients, tout ça, parce que ça, ils nous en parlent, dans les entrevues, ça ressort beaucoup tout le temps, l'approche humaine et tout ça, il accorde beaucoup d'importance à ça. oui, Donc, puis à un moment donné, il faut qu'ils s'ajustent ici, oui, là. puis c'est un enjeu parce que on veut que notre personnel soignant soit empreint d'humanité, mais maintenant, on veut aussi que ça fonctionne rondement, tu sais. C'est ça. Parce que moi, même en classe, j'avais été obligée de faire une intervention à un moment donné. Tu sais, qui m'appelait la mémé parce que j'étais comme, ben là, la plus âgée, sage, c'est pas moi qui leur enseigne, mais j'étais celle à qui Inès confiait. OK. Mais quand, là, il y avait un problème, les enseignantes venaient me le dire, ben là, la mémé entrait dans la classe. Ah ouais. Puis là, j'étais obligée de faire une petite mise au point. J'ai été obligée d'en faire une sur le temps. OK. La gestion du temps. J'ai dit, écoutez, moi, je comprends que pour vous, le temps, c'est géré d'une façon qui est fort différente d'ici. Je vais te donner un exemple, parce que ça ressortait déjà dans les entrevues. Tu sais, on avait une mise en situation où, écoute, tu rentres dans ton cadre de travail, là, t'as telle chose à faire, puis t'as un ordre de priorité à donner. Puis là, ils nous disent tous, ben écoute, si j'ai pas fini à la fin, si j'ai pas réussi à tout faire, je vais rester après ici, ça marche pas de même. Ben Là. non, ben non. On a des conventions collectives, ça, Oui, faut qu'ils c'est un- s'adaptent à ça. Oui, absolument. Donc non, tu dis pas, je vais faire du surtemps malgré que le temps supplémentaire est très Obligatoire. ouais, actuellement. Mais tu comprends que ça fonctionne pas comme ça. Ouais. Donc, parce que ce qu'on a appris, c'est que autant, par exemple en Algérie, tu sais, ou encore au Cameroun, ben c'est que si t'as pas fini, ben tu restes. Ton collègue il dit qui doit rentrer, pas de problème. Tu dis à ton collègue, tu pourras rentrer quand j'aurai fini. Puis il s'ajuste comme ça. Puis là, avec le lendemain matin, tu sais, ils gèrent leur horaire, tu sais. Tandis qu'ici, ben non, c'est très administratif, là, notre système. C'est très administratif. Ça, c'est un choc, ça, pour eux. C'est Alors, tu vois, ça, c'est quelque chose, comment dire, à laquelle ils doivent s'habituer, parce que moi, c'est ça, je leur avais expliqué ça en classe, parce qu'ils prenaient leur temps, ils prenaient leur café, arrivaient 15 minutes en retard au début du cours. Alors là, non, ici, ça fonctionne pas comme ça. Il faut arriver, sinon, ben, on va être obligé de faire une règle. Tu sais, on a un code de vie, là aussi. Même avec des gens très expérimentés. Ben oui, mais... Il faut faire ça parce qu'il y a tellement de matière, puis là, ben, il y a aussi tellement de règles ici dans le milieu hospitalier que, ça, il y a une grosse adaptation à faire. Donc, c'est des choses comme ça. C'est important que tout ce monde-là s'apprivoise, puis qu'au bout d'un certain temps, quand même, que là, que ça enclenche, puis que ils seront là aussi pour, comme on dit, pour venir nous aider, pour s'intégrer à notre marché du travail, puis à rester aussi. Donc, c'est important qu'il y ait une compréhension mutuelle. Il y a un autre aspect aussi qui ressort énormément quand je t'ai parlé de la communication tout à l'heure. C'est la compréhension des patients, tu sais, par exemple des personnes africaines qui ont par exemple un fort accent
Et des fois, on en a ici des gens qui ont tout un accent. c'est ça. Ça, c'est J'ai un de mon mes point cousins, de vue. moi, que j'ai de la misère à comprendre. C'est ça. Puis, c'est la même chose. Ouais. Là, ils nous disent, nos étudiants qui travaillent la fin de semaine comme préposés aux bénéficiaires, ils disent, mais là, j'ai pas compris ce que le monsieur... Quand, là, le monsieur, là, il est alité, puis qu'il a pas ses prothèses dentaires, tu sais, il a 80 ans. Oui, mais oui. Puis que là, tu sais, déjà, nous autres, il faut qu'on prête attention. Ben, pour une personne là, africaine, là, c'est toute une adaptation avec l'accent du lac en plus, tu sais, oui. c'est ça. Donc, ça a l'air de rien, là. Non, ça a l'air de beaucoup. Ça peut ralentir ton intervention oui. aussi. Faut que tu t'assures que tu as bien compris pour faire la bonne chose. Mm-hmm. Ça, là, ça se travaille beaucoup aussi. C'est très, très important. Puis comment vous faites pour vous le faites écouter des films québécois, tu sais pour se faire l'oreille à l'accent puis tout ça, comment vous fonctionnez? Là, non, nous on n'a pas le temps de faire ça dans la formation. Okay. C'est correct. On fait pas ça, mais on leur recommande d'écouter effectivement ou de regarder la télé pour pouvoir s'habituer aux accents et tout ça. Puis ben, en tout cas par les enfants aussi à l'école, ceux qui ont des enfants, là, ça, je pense que c'est facilité. Oui. Oui. Les enfants, ils prennent même l'accent québécois très rapidement. Là. Oui, ben ouais, eux, c'est cette génération-là qui vont se sentir plus québécois d'avoir grandi ici. Là, exactement. Des fois, là, hein? Mais, tu sais, on a quand même, on projette en formation, là, on a des capsules vidéo qui peuvent être produites, par exemple, par justement l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec et tout ça, où on a des mises en situation cliniques qui sont aussi réalisées, mais vraiment qui sont réalisées avec l'accent aussi du Québec, là. Okay. C'est voulu, là. Tu sais, on parle pas à la française, là. Alors, là, ça, c'est un début, là. Puis on le voit au début, ils nous le disent aussi en début de formation que c'est difficile pour eux de tout capter, là, tu sais, mais ça vient au fur et à mesure. C'est l'immersion qui fait ça. Puis au-delà du milieu de travail, il y a aussi les usagers, les gens qui sont malades, qui sont à l'hôpital. Comment... Moi, je vais essayer de bien m'expliquer. Moi, je pense à ma mère qui, quand elle était à l'hôpital un peu avant de mourir, écoute, quand c'était un homme qui venait la laver, elle aimait pas ça. C'était de sa génération. Fait que là, on l'a juste dit, puis ça s'est adapté, puis c'était pas un problème. Mais tu sais, des fois, face aux étrangers, est-ce qu'il y a ces réactions-là qui existent? Oui. Oui, OK. On va se dire les vraies affaires. Parfait, c'est ça qu'on veut. Parce que, tu sais, nous autres, on est dans du monde accueillant, hein, puis chaleureux aussi. Mais là, il y a du monde aussi, je dirais, qui... Tu sais, on peut parler de racisme, là, puis aussi d'ignorance. Oui, ben je pense que le racisme, c'est de l'ignorance, en fait. Là. Ben ouais, je pense que c'est ça, là. Puis il y en a qui l'ont vécu, puis là, ben qui ont été aidés par des collègues là d'ici, là, qui, tu sais, en salle d'urgence, par exemple. Non, je veux pas, elle est noire, puis on l'a vécu, ça, là. OK. Puis je me souviens d'un cas où, tu sais, elle nous a raconté que l'étudiante, que l'infirmière qui l'accompagnait a regardé le patient puis a dit, regardez là, la dame qui est à côté de moi là, elle a les mêmes compétences que moi. C'est une infirmière aussi, puis c'est elle qui va intervenir aussi. Tu sais, elle a pas lâché le morceau. Puis en tout cas, ça va dépendre des situations. Tu sais, on va voir comment est-ce que c'est, s'il y a beaucoup de colère aussi. Fait que là, tu sais, c'est l'équipe qui gère ça de façon à ce que ça se passe le mieux, puis ben aussi à faire de l'éducation dans le fond, tu sais, aux patients. Absolument. Mais les étudiants nous ont dit que ils l'ont vécu davantage avec des gens très âgés, qui avaient peu voyagé. Ils ont remarqué que, tu sais, chez nos baby boomers là, qui sont rendus un petit peu plus vieux, c'est une génération qui a énormément voyagé. Puis c'est des gens plus ouverts. Donc, tu sais, on peut pas dire que ça arrive là souvent. Je dirais aussi qu'il y a un effort aussi quand même, une adaptation qui doit être faite par le personnel comme tel, tu sais, l'ensemble des personnels du CIUS. Il y en aura toujours là-dedans parce que, écoute, c'est un gros employeur, le CIUS, là. Donc, il y a des personnes là-dedans aussi qui ont des préjugés. Oui, bon, on en a tous, en fait. C'est ça. Mais le CIUS, écoute, a décidé de aussi prendre ça en main. Puis, je sais qu'il y a une formation sur mesure qu'il va donner. On fait, notre service aux entreprises a fait cette offre-là, là, au CIUS.
Ça devrait commencer très, très bientôt. Tu sais, vraiment à tous les ordres, je dirais, les ordres d'emploi là, dans le CIUS. Il y a une formation qui va être donnée là, sur justement le choc culturel, les changements, l'adaptation, la communication, comprendre pourquoi un fait ça de telle façon, puis un autre non. Puis alors ça, je trouve que c'est une excellente initiative. C'est un investissement. Ça va être oui, une dépense, absolument. Mais collectivement, c'est un investissement. Là. Oui, exactement, exactement. Donc, tu sais, comme je vais donner un autre exemple. On a fait de la prévention d'un webinaire la semaine passée quand on leur a parlé à notre belle gang qui s'en vient. Ici, on parle en milieu hospitalier d'odeur neutre. D'odeur neutre? Oui. Ça veut dire? Ça veut dire que le personnel de l'hôpital ou du centre personnes âgées, là, de l'Oasis, par exemple, ils ne doivent pas porter de parfum. OK. C'est ça. Les vêtements doivent être changés, tu sais, évidemment, là, tous les jours. Ça peut être 2 fois par jour, selon ce qui va arriver aussi dans la journée. Tu sais, c'est tout ça. C'est, tu sais, les cheveux soignés. Pour les hommes, c'est la barbe. Là, toi, je sais pas si... Barbeur. On va mettre un filet. Normalement, il faut être assez rasé de près. Et puis, c'est ça. Il y a toutes sortes de conventions qu'on a, nous autres, qui sont importantes pour l'aseptisation. Il faut que le milieu, c'est ça. Soit être complètement aseptisé. Écoute, ça se passe pas, c'est pas les mêmes règles, tu sais, dans tous les pays. Je dirais surtout en Afrique. Alors, ça, là, on est dans le sujet délicat, là. Ah ouais, c'est particulier, quand même. Ouais, c'est particulier parce que, il y en a plusieurs qui arrivent, puis ils vont dégager, par exemple, une odeur que les patients ou même les collègues ne supporteront pas parce que ils mangent très épicé. Puis ça va, par exemple, tu vas dégager une odeur. Comme nous autres, on mange beaucoup d'ail. Des choses comme ça. Attends un peu, là, c'est quand ils sont tous regroupés comme nous dans une classe, là, puis que c'est une odeur qui ressort parce que aussi, ça se mélange à écoute, quand ils arrivent, ils ont tellement eux autres, le choc thermique, là, le froid, là, écoute, ça prend pas grand-chose. Ils ont la tuque sur la tête, là, tu sais, dans la salle de classe, le manteau sur le dos, puis ils lèvent le chauffage, ça. Donc, tu comprends-tu que, ben oui, il y a des odeurs qui se dégagent. Je te parle, là, franchement. Pour eux, là, c'est pas quelque chose qui est, tu sais, qui est préoccupant, là, tu sais, ils n'avaient pas réfléchi à ça. Donc, mais là, tu sais, on tient à ce que dès qu'ils commencent la formation, parce qu'on sait que ça va se passer en milieu hospitalier comme ça aussi, à ce qu'on puisse déjà avoir une posture de professionnel de la santé ici. Donc, comme là, dans le webinaire qu'on a fait la semaine passée, là, on a dit on va y aller cette fois-ci comme on dit, en amont, pour pas être obligé, tu sais, des fois de rencontrer quelqu'un personnellement. Puis, de le faire en groupe, comme si tu disais personne pour que les gens comprennent. C'est délicat. Donc, c'est juste parce qu'elle ne sait pas. Donc, là, c'est ça, on a parlé moi, j'ai parlé de l'aseptisation. Vous savez, j'ai dit, vous rêvez, hein, de l'Amérique du Nord, du Canada et tout ça. Mais j'ai dit ici, là, j'ai dit, c'est ça, on peut se laver les mains en milieu hospitalier 20 fois par jour, là. Même moi chez nous. Oui, c'est ça. On s'assoit pas par terre. Tu sais, c'est effrayant de penser à ça. Mais, par exemple, ils sont dans des conditions, des fois, ils sont en médecine de brousse. Bon, tu sais, c'est des choses qui nous paraissent évidentes, mais tu sais. Mais tu sais, je pense à ça, là. Tu sais, quelqu'un qui arrive et qui a fait de la médecine de brousse en Afrique, là. Elle a aussi beaucoup à apporter. Au personnel ici, parce qu'elle a une expérience que personne va avoir vécue, tu sais. Je sais pas, il doit y avoir cet échange-là aussi des deux côtés qui doit être très valorisant. Oui, c'est ça. Là, on se parle de toute l'adaptation qu'il doit faire à notre, tu sais, à notre niveau, là, tu sais. Mais il reste que, autant le personnel lorsqu'ils sont dans le milieu du travail que nos enseignantes aussi, là, quand on leur enseigne, l'échange, là, il vient naturellement, puis ils sont super intéressés à savoir comment ça se passe, de chez eux. Il y a des actes, c'est drôle parce qu'on parlait tantôt d'autonomie professionnelle,
Puis je disais qu'il n'y en avait pas beaucoup, mais il y a quelque chose que les médecins en Afrique ne font pas. Lorsqu'une femme accouche, par exemple, par césarienne, Ouais. ben c'est pas eux qui font les points de suture, les médecins, c'est l'infirmière. Ah, mon Dieu. Ah, ici, tu verrais jamais ça, là. Ouais. Tu sais, c'est ça. Fait que ça, c'est intéressant. C'est intéressant à travers, justement, leur pratique, de connaître, puis ça te fait comprendre aussi pourquoi ils ont tel ou tel réflexe, tu sais. Absolument. Je C'est pense ça. que c'est en dialoguant comme ça que tu apprends à connaître l'autre. Puis des fois, tes craintes ou ta peur, ça s'estompe rapidement quand tu apprends à connaître la personne, en fait, parce que justement, tu peux poser la question. Puis... Exactement. Donc ça, là, pour revenir à l'aseptisation, Ouais. là, puis l'odeur neutre, là, ça, c'est un gros volet, là. Tu sais, c'est aussi sur les antisudorifiques. Tu sais, il y en a qui on a découvert qu'ils avaient peur d'en mettre parce que il y a de l'aluminium dans un antisudorifique. Puis il y en a des sans aluminium. Fait que là, on leur a appris ça ici. OK. Fait que, parce que, tu sais, ça peut causer le cancer éventuellement. Du monde qui connaît ça, hein? C'est du Non, monde je en savais même pas sciences de la qu'il y avait santé. de l'aluminium Bon, ben, là-dedans. c'est ça. À la pharmacie, là, tu peux t'acheter un antisudorifique sans aluminium. OK. C'est des détails, Non, mais moi, c'est parce mon que je cher. veux encourager Rio Tinto. Tu vas, Rio, oui, Rio Tinto, c'est ça. Tu sais, ici, on fait la cuisine. Tu sais, je les ai avertis à cette passée. J'ai dit, quand vous allez faire la cuisine, ben, premièrement, tu sais qu'il y en a qui ont jamais connu ça, une cuisinière électrique. Oui, non. Quand ils sont arrivés la dernière fois, on les accueillit, on leur expliquait comment ça fonctionnait. Puis, ben, tu sais, on a le ventilateur au-dessus de la Ouais. cuisinière. Ben, tu sais, je leur ai expliqué que c'était important aussi de l'ouvrir parce que c'est sûr, eux, là, tu sais, au Cameroun, là, t'as pas besoin du ventilateur. Mhm. Souvent, tu vis beaucoup à l'extérieur et Les tout ça. fenêtres sont Bon, tout le temps ben, je ouvertes. dis ici, on est en hiver, on ferme les fenêtres l'hiver, puis on lève le chauffage. Fait que c'est important de ventiler parce que sinon, on parle de dormant, Ben oui. nos vêtements, ça imprègne aussi des Sentir, odeurs. Tu sais, c'est vraiment l'ABC, là, tu sais, Ouais. de tout ça, là. Mais j'imagine, tu sais, je incroyable. pense à toi, là, au début, quand tu prends ce mandat-là, là, Ouais. t'as pas vu tout ça, là. Tu sais, c'est à mesure, à chaque Non. fois, tu fais comme, ah oui, faut penser à une multitude de choses. Ouais, ben, on disait qu'on construisait l'avion en plein vol. Mais moi, j'arrivais de porte ouverte sur le lac. OK, fait que t'avais Donc, déjà... je suis ethnologue de formation. Ouais. C'est pour ça qu'ils sont venus me chercher pour ce projet-là. Tu sais. Ben oui. Ouais. Fait qu'il y avait des choses que j'étais capable de fait d'anticiper. Mais il y a le vécu, justement, puis au fur et à mesure, puis toutes sortes de situations aussi. Comme il y a d'autres cégeps aussi qui ont vécu beaucoup la situation des infirmières qui sont tombées en fait des étudiantes qui sont tombées enceintes pendant la formation. OK. Bon, mais qu'est-ce que tu fais là dans ce temps-là? Ben oui. Parce qu'on a des règles aussi par rapport à ça ici avec la CSST puis tout ça. Donc, bon, t'accouches, mais écoute, il y en a qui ont accouché 2 jours après, ils étaient en classe. Ça, là, je sais qu'à Saguenay, ils ont eu des cas aussi. À Chibougamau, ils ont eu des cas comme ça. Donc, ça aussi, il faut qu'ils soient au courant, en fait, de leurs droits, des conséquences. Qu'est-ce qui va arriver à ta formation si ça se passe pas bien, puis que là, tu manques des cours, des stages, vas-tu être capable de reprendre, tu sais? Alors, puis ça, on est très, très, très régi par ça. Ben Donc, oui. là aussi, dans le webinaire là, que j'ai fait la semaine passée là, avec mes collègues d'ici, ça, j'ai parlé de ça vraiment pour qu'ils soient informés parce que ça, on n'avait pas pensé à ça. Tout le monde au Québec, là, parce qu'on a des réunions provinciales OK. pour se Pour donner tout le des... monde, pour Oui, vous aider, donner ouais, vos trucs, hein? c'est ça, à toutes les 2 semaines. Puis ça, la première fois, dans la première cohorte, là, parce que nous, tu sais qu'on a été le cégep, le premier cégep au Québec qui a reçu une cohorte. OK. Fait que c'est pour ça qu'on disait qu'on construisait la vie en plein vol. Puis là, ben ça, c'est un exemple c'est justement, de fait vécu, là. Ça va être très intéressant de te reparler dans 5 ans, par exemple. Oui. Juste pour voir, on va être rendu où. Tu sais, parce que, comme tu dis, en continuant la vie en plein vol, tu réalises que, tout ce que tu peux avoir oublié ou tout ce qui peut être important, puis que... Ouais, ça va être vraiment intéressant. Absolument. Mais moi, je pense que, en tout cas, les commentaires actuels de nos étudiantes graduées, puis qui sont pleinement infirmières aujourd'hui, et infirmiers, c'est que ils se sentent bien reçus au SURS. Le SURS a fait beaucoup d'efforts là pour
justement qu'ils puissent bien s'adapter, tout ça. S'il y avait besoin de semaines de plus d'adaptation, tu sais, quand je te parlais là, au début de l'orientation puis de l'expérimentation de différents départements, je sais qu'ils ont fait énormément là, tu sais, de ce côté-là. Donc, écoute, tu sais, ils viennent contribuer à faire en sorte qu'on soigne notre population. Donc c'est que positif là. C'est que du positif. Puis il faut se dire que c'est des gens écoute, ils en font des efforts. Ils travaillent fort pour arriver à tout faire en même temps. Tu sais, étudier pleinement, t'arrives, t'as le choc culturel, à remplir ton appartement aussi, là. Il faut que t'achètes plein de choses. C'est les enfants. Écoute, c'est le climat. Tu sais, on le dit, là, ça revient toujours, le climat, là. Mais ils nous ont dit aussi que ils savaient que c'était froid, mais ils savaient pas que c'était à ce point-là. Puis nous autres, on trouve que les hivers derniers, ça a été doux, là. Non, fait que c'est ça. Puis il y en a un que, tu sais, je voyageais souvent en sortant de Saint-Félicien. Il habitait ici, il habite toujours à Dolbeau-Mistassini. Puis je donnais un livre, tu sais, de temps en temps. Puis là, il me disait au printemps, mais c'est quand que la chaleur va arriver? C'est quand qu'on va voir les feuilles? C'est quand que... Parce que, tu sais, ils disent il y a 4 saisons ici. Fait que là, j'ai dit, le printemps ici, c'est comme l'hiver qui s'allonge. Ouais, c'est vraiment ça. Il dit, OK, alors on va appeler ça le petit hiver. Ouais. C'est beau, c'est beau. Ben j'ai dit, c'est pas éthique. Ah oui. Moi, je me rappellerai tout le temps, moi, j'ai un ami algérien qui était venu en plein hiver, il faisait moins 40. Puis là, je veux dire, il capotait, là, il était comme, ça n'a aucun sens. Puis nous, en plus, on lui faisait croire que c'était normal, quand c'était pas normal, les moins 40 au soir. Mais c'est vraiment un choc fascinant. Josée, merci beaucoup pour cette entrevue. C'est déjà terminé. Écoute, c'est un projet fantastique, tellement bien organisé, puis tellement important pour la communauté. Je te lance un défi, c'est de revenir. J'aimerais ça, moi, faire une entrevue avec des étudiants. Ah, ce serait merveilleux. Pour voir comment ils sentent. En tout cas, l'invitation est lancée. Quand l'invitation leur est faite, d'habitude, ils sont très ouverts. On en a qui sont bons en entrevue, là, vraiment. Parfait. Là. Fait que, très fort. On se tient au courant. Merci beaucoup. Josée Bouchard, donc conseillère pédagogique chargée de projets au service aux entreprises et aux collectivités du Cégep de Saint-Félicien, s'occupe entre autres de l'AEC en soins infirmiers pour les infirmières internationales. Merci infiniment d'avoir été là. Merci aussi à vous de continuer à nous écouter. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Échangeurs sur Côte. Bonne semaine.